Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo qui tombe sur la fin du mois de mai, parce qu'il se passe énormément de choses sur les marchés financiers. Au-delà de la géopolitique, on est, je pense que vous avez commencé à le comprendre, sur, on va appeler ça, moi je vais pas appeler ça une bulle, mais je vais appeler ça un run de technologique lié à l'intelligence artificielle qui commence à bien se matérialiser sur les marchés financiers, même si c'est assez ciblé hein, sur certaines actions. Il faut aller chercher surtout de l'action américaine ou des petites small cap européennes à la limite, qui sont centrées sur euh, le, le, le cloud computing, de la puissance de calcul, etc., ou lié vraiment aux semi-conducteurs. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez entendre des choses et d'autres, voir des multiples énormes en bourse, d'autres qui vous disent que ça va craquer du jour au lendemain. Donc, j'ai surtout beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui sur les graphiques pour prendre du recul et savoir méthodiquement ce qu'on va faire semaine après semaine parce qu'on est dans des phases de marché qui peuvent être effectivement historiquement par rapport à la bourse qu'on peut appeler un peu peut-être des anomalies de marché, c'est vrai, mais qui ça peut durer un moment. C'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle de l'hypertrend, ou ce qu'on appelle le melt-up mode, c'est-à-dire que eh ben en fait à chaque fois on va plus haut, toujours plus haut. Et ça peut durer plus longtemps que ce que certains catastrophistes peuvent vous dire sur les réseaux sociaux en vous disant que c'est anormal, que ça va craquer, etc. Ils répètent ça toutes les semaines, donc à un moment donné, il y aura une semaine où ils auront raison, mais ça peut durer encore des mois avant que ça se matérialise. Sur les marchés, il y a toujours des séquences, ça c'est sûr, mais personne ne sait précisément le timing de ces séquences. Donc ce qu'il faut, c'est se positionner à chaque fois au fur et à mesure et prendre des décisions. Jamais des retournements directs à 360, sauf cas exceptionnel. Donc voilà, donc méthode dans cette vidéo, comme toujours, ce que je vais voir avec vous, c'est euh, dans un premier temps, on va passer très vite là sur la macro et les news pour la semaine à venir, la première semaine de juin, puisque on va pas reparler une cinquantième fois de US-Iran parce que c'est toujours le même cirque, vous allez voir. Ensuite, on va parler un petit peu d'une rotation possible des capitaux sur le marché avec surtout ce qui va nous intéresser sur le mois de juin, en tout cas, qui va faire parler en bourse, c'est l'introduction en bourse de SpaceX, qui a priori donc aura lieu, sauf changement de dernière minute, mais aura lieu le 12 juin. Et ça, on peut avoir le secteur de l'aérospatial qui peut en profiter, même si dans le courant de la semaine, il y a eu un accident pour Blue Origin. Pour ceux qui ont vu, il y a eu l'explosion lors d'un lancement, hein, donc un lancement raté. Donc beaucoup de choses à dire aussi sur ce secteur, en partant de l'IPO de SpaceX. Et ensuite, je vais vous montrer graphiquement donc comment sur les indices américains, on n'a toujours aucun red flag, aucun signal de retournement qui pourrait dire que cette tendance est terminée. Ensuite, dans une quatrième partie, on va dire, à partir des graphiques, je vais vous montrer des ratios, comment comparer la force et la faiblesse, même pas d'une action à une autre, ça c'est possible, mais même d'un secteur à un autre, et essayer de voir un petit peu comment justement on peut essayer de commencer des fois à se positionner ou à déplacer de l'argent d'un secteur à un autre parce qu'on a des signaux graphiques des fois qui nous montrent que la monnaie des gros est en train de circuler après avoir fait beaucoup de gains sur un secteur en particulier. Vous allez voir que c'est le cas sur les semi-conducteurs ou notamment la mémoire liée à l'intelligence artificielle. Ensuite, on verra les cryptos rapidement, mais c'est toujours pas à la fête, hein, sauf quelques exceptions. Bitcoin est en difficulté, Bitcoin est toujours dans une trend qui est plutôt baissière et ne profite pas de la hype. La hype, la tendance, quoi, est partie, ce qui retient l'attention, c'est parti ailleurs, c'est parti sur l'IA et compagnie. Ensuite, je vous ferai un zoom justement de nouveau secteur par secteur pour vous montrer un peu là où il y a les plus gros gains, là où ça pourrait se matérialiser dans les prochains mois si on a une pause sur les acteurs purs semi-conducteurs cet été. Et puis ensuite, je finirai avec les valeurs individuelles, mais je vais vous les sous-sectoriser pour vous montrer un petit peu comment comprendre, articuler ce marché-là qui est en train de gagner en dynamisme hein, sur le secteur de la tech, comment on peut même sous-sectoriser à l'intérieur du grand monde en fait de l'univers de l'intelligence artificielle pour essayer de suivre les flux. Là, ça devient encore plus technique, mais voilà, moi je fais ça aussi pour vous, pour essayer de se rendre compte
comment évolue ce marché. Et puis on finira en prenant du recul un petit peu aussi sur les matières premières, le pétrole notamment, par le contexte en Iran qui reste toujours important et qui pourrait nous donner un signal de désamorçage complet des risques. Donc je commence la première partie avec les news et la macro, mais je vais aller très vite. Sur l'Iran, je vous montre même pas les dernières news, c'est toujours pareil. En fait, on a soit Trump qui va dire on est à 24 heures ou 48 heures d'un deal, l'Iran n'a pas le choix, etc. Et puis après, quelques heures après ou 24 heures après, vous avez certaines organes de presse ou directement des officiels iraniens qui viennent démentir en disant que Trump en fait trop, que ce qu'il dit c'est la moitié de la vérité et que l'Iran défendra ses intérêts, etc., etc. Donc en fait, on a dit dans une séquence, mais en réalité, depuis un moment, vous voyez, ça fait des semaines qu'on est dans ce petit jeu-là, depuis en fait qu'il y a cessé le feu, hein, depuis on va dire début avril et où les marchés ont fortement rebondi. À chaque fois que vous avez des annonces plutôt optimistes du genre on est à l'approche d'un cessez-le-feu, vous avez un gros rebond sur beaucoup de valeurs, mais spécialement toujours sur les valeurs US. Quand vous avez des craintes, genre il y a des frappes qui sont refaites, là on l'a vu cette semaine, à un moment donné, autour du détroit d'Ormuz, vous avez une petite correction, mais à chaque fois, ces corrections sont plus contenues et par contre les bonnes nouvelles sont davantage achetées. Donc envers et contre tout ce que disent ceux qui disent c'est pas un bon environnement avec l'Iran, oh là là, en fait si vous les écoutez depuis le début de l'année, bah, si vous n'étiez pas exposé au marché, vous avez loupé un superbe run sur un certain nombre de valeurs. Il fallait être exposé, notamment au marché américain, sans aller évidemment à dire d'aller choper le moindre dossier qui a été multiplié des fois par deux ou par trois sur ces dernières semaines. Dans ce genre d'environnement de marché euphorique, je vais y revenir, il faut quand même faire attention parce que personne ne peut être sur tous les dossiers. Et ça, il faut savoir prendre du recul, notamment si vous allez sur les réseaux sociaux, faites attention, parce que vous verrez toujours des mecs montrer aussi le fait qu'ils étaient sur l'action ultra sectorisée du secteur, d'un sous-secteur intelligence artificielle, cloud, etc., qui a multiplié par 3, il est rentré à tel niveau, etc. Mais vous en avez plusieurs des comme ça. Et puis vous, vous dites, ah, j'ai raté ça, en fait, je suis pas là où il faut. Ça rend fou au bout d'un moment de penser trop comme ça. Il faut avoir son plan, il faut avoir sélectionné ses secteurs, il faut avoir sélectionné, se dire quelle quantité de cash on continue à maintenir sur le marché et se tenir à son plan, être plus discipliné pardon, que jamais dans cet environnement de marché, parce que sinon, c'est là qu'on devient sujet au FOMO et on a tendance à aller acheter n'importe quelle, à chaque fois qu'on entend parler d'une action, on se positionne, elle est déjà beaucoup montée, ça finit généralement mal. Il faut savoir être tranquillement sur certains dossiers, profiter quand on s'est positionné tôt, mais ne pas chercher à être partout sur tous les dossiers, c'est pas possible. Généralement, c'est pas possible. Donc, au-delà de ça, ceci dit, globalement, c'est positif. Et je pense que ce que je voulais dire, c'est que tant que le marché va être dans cette situation un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant par rapport aux négociations US-Iran, bah en fait, ça nous alimente une hausse. Attention à ce qu'on n'est pas, ce qui est souvent contre-intuitif en bourse et où certains se font avoir, au moment, alors je ne sais pas quand ce sera, hein, franchement, bah, quand on aura le véritable deal signé, admettons, avec les deux parties qui se mettent à la table, etc., et qu'on parle pas juste de cesser le feu, mais d'un accord de paix, entre guillemets, si ça se trouve, au moment où on aura ça, si ça intervient pendant l'été ou juste après l'été, ce sera ce qu'on appelle potentiellement une sell de news, donc vendre la nouvelle. Ça aura déjà tellement été, si vous voulez, pricé dans le marché, qu'au moment où ça va concrètement arriver, en fait, c'est là que le marché va corriger plus fortement. Donc faites attention, on fera attention à ça pour ceux que je suis et ceux qui suivent soit mes signaux, soit pour qui j'ai le portefeuille sous gestion. On fera attention à ça parce que ça me fait de plus en plus penser à ce type de scénario possible. Peut-être qu'il n'arrivera pas, peut-être que l'IA sera tellement puissante dans sa révolution technologique que ce sera un petit soubresaut et on va repartir très très vite, mais attention à ce point. Ensuite, la deuxième chose cette semaine, sur les news, on n'aura pas de choses complètes, ultra transcendantes, mais c'est quand même la semaine de l'emploi aux États-Unis. Et donc, ça va se dérouler surtout à partir du milieu et de fin de semaine. Là, je déroule pour vous. Vous avez notamment ce qu'on appelle les ouvertures de nouveaux postes le 2 juin. Donc ça tombera dès le, si je dis pas de bêtises, le mardi, ouais, c'est ça.
Le mercredi, vous avez des indices quand même PMI en Europe et aux États-Unis qui montrent la santé des entreprises. Donc, ce sera à surveiller. Mais surtout, le grand rendez-vous, ce sera le vendredi 5 avec l'emploi américain, hein, clairement, et le taux de chômage, etc. euh, et les emplois créés. Ok, ça, ce sera important parce que vous savez qu'on a aussi, après à la mi-juin, la réunion de la Fed sur les taux, la première avec le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh. Donc, ce sera intéressant de savoir ce que fait la Fed, quel va être le discours de Warsh face aux données, avec une inflation qui est quand même toujours élevée, hein, à cause des prix du pétrole et ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça, peut-être qu'on se méfiera autour de cette date-là de mi-juin avec la Fed, évidemment, pour voir comment le marché va le prendre et savoir ce qui sera décidé par Warsh sur les taux. Est-ce qu'il les maintient? Est-ce qu'il les monte? Est-ce qu'il les baisse? Il va peut-être sans doute les maintenir, mais je veux pas faire trop de prédictions pour l'instant. Et dans son discours, faudra voir. Faudra voir. À coup sûr, on aura à ce moment-là plus de volatilité. Donc voilà. Et le deuxième, je dirais la news du moment, c'est, vous savez, l'introduction en bourse de SpaceX qui vient le 12 juin. On peut se positionner avant d'une certaine manière pour acheter des actions SpaceX, des fois sur des échangeurs décentralisés. Pour ceux qui ont des gros montants, on peut aller avoir des fonds de private equity. Mais là, c'est des tickets à 100 000, 200 000 minimum à mettre sur une seule action. Et vous savez que la valorisation dès l'introduction en bourse de SpaceX est évaluée maintenant à 1750 milliards de dollars, hein, ce qui en ferait l'introduction en bourse la plus valorisée, hein, de tous les temps, loin devant la précédente qui était Saudi Aramco, avec une levée de fonds, hein, dernièrement de 75 milliards. Et évidemment, la crainte, c'est que ce soit un peu survalorisé et que on ait quelques jours de super hype autour du 12 juin avec une action qui va exploser à la hausse. Mais en fait, rapidement, derrière un retour de flamme possible. Donc ça va à coup sûr amener aussi de la volatilité sur le marché au milieu du mois de juin, ce qui tombe un petit peu avant aussi, comme j'en parlais il y a un instant, le rendez-vous de la Fed. Donc ça va évidemment surtout impacter les valeurs de l'aérospatiale. Je vais y revenir un peu plus tard dans les graphiques, mais ça impactera aussi le Nasdaq et on verra comment entraîner de poudre en fonction de comment ça se passe, comment ça peut se répandre. Parce que ce qui est sûr, c'est que Musk, évidemment, Elon Musk a bien préparé son coup. Il y a une grande partie du capital de SpaceX, bien sûr, qui reste auprès d'investisseurs privés de lui-même. Donc, ce qu'on appelle le flottant, c'est-à-dire les actions par rapport le nombre d'actions et leur valeur comparée donc à la valeur totale de l'entreprise qui est vraiment mise sur le marché public et qui est tradable par les particuliers ou tout à chacun sur des plateformes, eh ben, cette proportion-là, elle est très faible. Là, de tête, je voudrais pas dire de bêtises, je me rappelle plus exactement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est même pas 20% quoi, du total. Et donc ça, ce mécanisme-là, Musk l'a fait exprès pour éventuellement organiser une sorte de pénurie d'offres, si vous voulez, face en face à une demande qui va être chauffée à blanc et qui va acheter. Et ben forcément, quand vous faites ça, vous pouvez augmenter, ça peut faire augmenter le cours, hein, de l'action dans un premier temps. Et puis autre chose, je ne veux pas rentrer trop dans le technique, mais il joue avec des nouvelles règles qui sont sur les officiels des marchés américains, les autorités comme la CFTC, la SEC sur le Nasdaq, enfin les autorités voilà qui gèrent tout ça, les cotations. Avant, vous étiez coté en bourse, donc vous étiez au Nasdaq Global, hein, et vous avez le global et puis après vous avez le Nasdaq 100. Vous avez les 100 plus grosses. Et même en fonction de votre capitalisation boursière, il fallait un certain temps de cotation avant que les autorités acceptent vraiment de vous introduire dans le Nasdaq 100. Il fallait qu'il y ait un certain nombre d'échanges pour voir si c'était solide, etc. et un certain temps. Et là, Musk profite de nouvelles règles qui réduisent drastiquement la durée avant de pouvoir être introduit dans le Nasdaq 100. Il suffirait de 15 ou 20 séances de bourse, donc autant dire trois semaines, un mois maximum de cotation avant que SpaceX soit intégré dans le Nasdaq 100. Et ça, vous me direz, qu'est-ce que ça change? Ça change que tous les gros institutionnels sont obligés, les ETF qui vont traquer la tech américaine, même le Nasdaq, etc. Forcément, les ETF qui sont des packages, je dis plutôt passifs, pour suivre les indices ou suivre un secteur, de toute façon, quand vous avez
une entreprise qui est listée, qui est assez haute dans le Nasdaq 100, bah, ils sont obligés d'en acheter pour eux le mettre aussi dans votre package. Donc vous avez une quantité de fonds avec des gestions plus ou moins passives qui vont mécaniquement acheter du SpaceX parce que ça va arriver dans le Nasdaq 100 si vous voulez. Et ça peut être des plus gros flux encore donc qui vont arriver et qui vont alimenter la hausse. Donc voilà, je vous montrerai sur le spatial, mais c'est ce qu'il faut retenir sur SpaceX. Introduction en bourse le 12 juin. Il devrait y avoir, sauf surprise, plutôt, ça devrait plutôt porter à la hausse, hein, l'action dans un premier temps, mais attention après un retour de flamme dans un premier temps. Ce serait pas la première fois qu'on verrait ça, hein, post-introduction en bourse, quelques jours un peu de folie et après vous avez une correction, généralement qui peut descendre bien plus bas que le premier prix de cotation publique. Voilà, je passe au graphique. Pas souvent, je m'entraîne à faire j'essaie de faire un peu plus court, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Donc sur les graphiques, comme d'habitude, généralement, je suis en unité de temps journalière, sauf si je sélectionne d'autres unités de temps. Vous avez la valeur de l'actif en dollars ou en points sur l'échelle verticale et la date. À l'horizontale, vous savez, on commence par le S&P 500, les contrats futurs du S&P 500, presque 7600 points à la clôture cette semaine. C'est totalement bullish, hein. Donc vous voyez que on a eu qu'une semaine de 4 jours parce que les séances de lundi, mardi comptaient qu'une seule parce que le lundi, c'était quand? Le lundi 25 mai, c'était férié aux États-Unis, c'était le Memorial Day. Donc là, vous voyez les 4 barres ici, c'est les 4 jours de la semaine qui vient de s'écouler. Vous voyez quand finalement, le vendredi d'avant, je vous avais dit, il y a une petite mèche sur le S&P 500, des prises de profit. En fait, on a tout de suite ouvert au-dessus et on allait faire à nouveau un nouveau record. Et 4 jours quasiment de hausse, même de hausse, hein, tout simplement, parce que c'est 4 bougies vertes. Pareil, un peu le même genre. On recorrige un peu vendredi, mais voilà. De toute manière, sur le graphique, je vous ai mis comme d'habitude en jaune une EMA 12, en violet une EMA 26, en rouge une EMA 200 plus long terme, et vous avez un RSI en bas. Voilà, je vous explique à chaque fois, mais je vais rester volontairement simple. On va des fois imbriquer des unités de temps, regarder avec du recul ce qu'il faut penser sans se prendre trop la tête là et pour prendre des décisions d'investissement avec du recul. C'est haussier, point barre. De toute manière, regardez le S&P 500 depuis les premières annonces de cessez-le-feu fin mars, début avril. Voilà, on ride le MA12. Je vais pas me répéter 100 fois, mais vous voyez que tant que de toute façon, déjà, on maintient le MA12 en daily, c'est-à-dire qu'on ne vient pas clôturer une journée clairement sous cette moyenne mobile EMA12, eh ben, il y a pas de, il y a aucun red flag, il y a aucun risque. Derrière, vous avez la deuxième moyenne mobile 26 qui peut faire office de deuxième support, on l'a même pas, on l'a jamais testé quoi depuis qu'on est parti. Donc voilà, et là les ratios de Fibonacci, c'est-à-dire les retracements de la tendance par rapport au dernier point bas et point haut là actuel que j'ai mis à jour, maintenant même 38% de retracement, on en est loin. Et pour revenir tester les plus hauts, les anciens records de janvier 2026 avant la crise iranienne, bon, voilà, ça nécessiterait 50% de correction de ce mouvement. Ça ferait, si on regarde ici et que je vous mets et que je vous mets ça, attendez, est-ce que je peux y accéder? Je vais bouger ça. Je pense que je peux y accéder. Je pense que je peux y accéder. À moins que TradingView me fasse un problème inattendu. Attendez, je vais regarder ça un instant. Voilà, le petit bug est résolu. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est si on regarde la baisse que ça ferait sur le S&P 500 de revenir aux anciens records. Ça ferait 8% de baisse, qui n'est pas rien déjà pour le S&P 500, c'est possible, mais ce serait pas rien. Je ça pour que ça me gêne pas. Donc voilà, comme je disais, ce serait pas rien. Euh, et c'est à peu près tout sur le S&P 500. De toute façon, euh, moyenne mobile 12. Après, vous pouvez toujours rentrer sur des plus petites unités de temps, mais je ne vais pas y revenir dans cette vidéo pour essayer d'avoir des signaux. Alors, ce qu'on peut regarder, effectivement, c'est qu'on peut voir sur le RSI, ici,
qu'on commence à avoir ce qu'on appelle une divergence, vous voyez, par rapport au sommet du 14 mai. C'est-à-dire que l'indicateur a fait un plus haut et là, il a l'air de faire un plus bas par rapport au prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être un épuisement des acheteurs qui commence à arriver. Mais croyez-moi, parfois, le RSI, c'est divergent sur les unités de temps comme le journalier. Ça peut mettre du temps avant de se matérialiser. On peut finalement corriger à plat, repartir, etc. Donc bon, le Nasdaq, c'est la même chose, mais encore plus puissant. Pour vous montrer la puissance depuis, justement, je vais vous montrer grosso modo, regardez, maintenant le pourcentage de hausse depuis les plus bas, le point bas de fin mars, début avril, on clôture la semaine là, et c'est 32% de hausse sur le Nasdaq. Voilà. Et maintenant, le niveau clair sur le Nasdaq, bon, vous avez toujours le MA12 aussi, vous voyez, petite correction la semaine dernière. Et puis là, sur la semaine qui vient d'écouler, on fait que des journées haussières. Donc le MA12, pareil, premier signal qui peut commencer à nous indiquer qu'il y a peut-être un début de correction si en daily on perd le MA12. Puis vous avez un niveau pivot, là, surtout sur le Nasdaq, qui est un peu plus clair que le S&P 500, qui est 28 663. Et là, évidemment, si on perd ce niveau, pour ceux qui sont plus conservateurs, ils peuvent attendre jusque-là. Tant qu'on perd pas 28 663 maintenant sur Nasdaq, on pourrait continuer à faire une tendance haussière pendant des semaines et des mois. Par contre, c'est clair que les vendeurs prouveraient quelque chose s'ils venaient à inverser un pivot pour la première fois, de transpercer un ancien support. Là, ce serait pas rien. Mais donc, vous voyez, par rapport à tout ce qu'on a monté, finalement, ce serait un point d'alerte qui serait pas si éloigné par rapport à toute la montée. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est pour les small caps, parce que ça, donc le Russell 2000 qui met les small caps américaines, on va le comparer. Regardez, ça avait un peu plus consolidé, lui. Il avait testé ses moyennes mobiles. Mais là, pareil, cette semaine, on rebondit et on finit, on clôture en ATH. On repasse l'ancien top qui bloquait jusqu'à maintenant de début de mois du 6 mai. Donc voilà, ça peut peut-être nous montrer que pour certaines valeurs des sous-secteurs de l'intelligence artificielle, des secteurs dans l'uranium, le nucléaire, le quantique, je vais y revenir, peut-être que ces plus petites capes-là, elles vont commencer aussi à avoir de la rotation de capitaux. Pour ça, il faudrait voir, bien sûr, est-ce que la Fed va aider? Si elle baisse ses taux, clairement, ça devrait aider à voir ces secteurs s'améliorer, récupérer des capitaux et donc le Russell, ici, lui, ferait un plus haut. Donc, ça serait intéressant à surveiller. Clairement, est-ce que le Russell 2000 va continuer maintenant à tenir son EMA12 et EMA26 en daily? Ça voudrait dire qu'il y a vraiment zéro inquiétude sur le risque on sur le marché. On reste risk on, on reste risk taker, donc à minima, on peut maintenir ses positions ou prendre de légers profits si ça accélère, mais on va pas chercher à shorter le marché, par exemple, dans ces cas-là. Pareil, bien sûr, on pourrait commencer à trouver de la divergence sur le RSI, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Maintenant que sur le Nasdaq, il y a cette espèce de double niveau, maintenant de double bottom sur le Russell. Bon, là, il m'a décalé un peu avec Clément, mais grosso modo, c'est 2730, voilà, il faut le maintenir. Sur le Russell 2000, si 2730 est maintenu, eh ben, il y aura pas de problème particulier. Maintenant, je vous parlais des ratios. Justement, les ratios, on va aller voir, on va comparer des indices entre eux, ou même je vais commencer à faire le parallèle avec la crypto. Donc, on va dire quatrième partie de la vidéo. Regardez ici, je vous ai mis RTI sur SPY. Donc, c'est le Russell par rapport, la force, ça vous montre la force relative du Russell et son comportement graphique par rapport au S&P 500, donc l'indice global, l'indice des small caps par rapport à l'indice global. Qu'est-ce que vous voyez ici en daily? Bah, c'est que depuis, ça faisait un moment, surtout l'année dernière, que valait mieux être il valait mieux être sur le global que sur les small caps en 2024, même 2025, au global, bien sûr. Et pourquoi? C'est assez simple. On a eu une remontée des taux post-Covid, surtout à partir de 2022. Et là, maintenant, peut-être, on se dit que ça va se calmer. Alors, l'Iran est venu décaler un peu tout ça, mais face à l'endettement des économies, peut-être on se dit on va rentrer dans un cycle de baisse des taux aux États-Unis. Et comme je vous ai dit, la baisse des taux, ça va encore plus favoriser les plus petites entreprises qui, elles, ont tendance à aller plus chercher du financement par la dette. Et donc, si on baisse les taux, on améliore, on rend le financement, le coût de l'argent plus accessible. Et ça peut profiter à des small caps qui peuvent voir d'un coup leur marge s'améliorer et donc aussi leurs bénéfices par action future s'améliorer et donc leur action et des acteurs qui vont se dire c'est le moment d'acheter. En tout cas, moi, j'y crois parce que je sais que les bénéfices futurs vont s'accroître, que les conditions de financement vont s'améliorer
Donc c'est parti. Et là, vous voyez que on tend depuis euh, l'été 2025 à essayer de former, c'est lent, mais à former un bottom de retournement sur ce ratio RTY sur S&P 500. Donc voilà. Et si on regarde avec un peu plus de recul, vous voyez que ça fait un moment que ça baisse. Les small caps par rapport au S&P 500, évidemment, parce qu'il est aussi drivé le S&P 500 par les géants de la tech. Dedans, il y avait Nvidia, Microsoft, Facebook, Meta, Google, etc. Donc, mais vous voyez que ici, ce pic, d'ailleurs, cette première phase un peu de retournement, quand il a franchi à long terme ici en rouge le MA 200 en daily, eh ben, c'était quoi? C'était juste après le Covid, quand justement il y avait eu une baisse des taux forcée pour stimuler l'économie après l'arrêt du Covid, et ça a stimulé les small caps. Après, tout de suite, vous voyez, fin 2020, à partir de mi-2021 et fin 2021, c'était assez rapide sur le Russell. Quand les banques centrales ont commencé à se dire, oh là, on a un problème d'inflation, il va falloir remonter les taux, ça n'a pas plu. Donc voilà. Et là, vous voyez qu'on est en train de challenger la moyenne mobile 200 qui faisait résistance. Et là, il est en train de plutôt refaire support. Donc ce sera à surveiller. Et clairement, pour ceux qui veulent pas prendre le risque comme ça pour l'instant tout de suite et c'est compréhensible, de toute façon, on a de nouveau des niveaux qu'on peut se mettre en alerte qui sont, eh ben, grosso modo, le ratio de 4 sur RTI, SPY. Si on repasse au-dessus, ça peut clairement confirmer un retournement. Et maintenant, ça va pas faire plaisir à ceux qui sont fans de crypto, mais si on dit, on regarde le ratio Bitcoin sur Nasdaq, donc BTC sur QQQ, vous voyez que c'est vraiment pas super pour l'instant. Et j'en ai parlé la dernière fois, mais pour l'instant, malheureusement, le Bitcoin n'est pas dans la hype et ce ratio, il est quand même assez catastrophique pour Bitcoin depuis octobre 2025. Derrière, il s'était amélioré en 2024 quand il y avait eu l'élection de Trump et qu'il y avait eu le run sur Bitcoin. Mais là, voilà, petit à petit, le Bitcoin fait moins bien que le Nasdaq et on est clairement en downtrend. Et déjà, j'avais délimité cette zone, on s'en éloigne de plus en plus, où j'ai dit, bah là, il faudrait que sur ce ratio Bitcoin sur Nasdaq, on repasse ce niveau pour enfin se dire, ah, peut-être que la hype et les flux reviennent sur la crypto. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, si on regarde le Bitcoin par rapport au dollar, eh bien, pareil, on a bloqué sur la moyenne mobile 200, le MA 200 en daily. Donc là, Bitcoin, il cote lui le week-end, mais il s'est pas passé grand-chose. Là, j'enregistre la vidéo, comme vous le voyez sur la date, le dimanche 31 mai. On est à 73 600 dollars sur Bitcoin. On est repassé sous les moyennes mobiles 12 et 26. Ok, donc on est en daily sous toutes mes trois moyennes mobiles que je regarde en suivi de tendance. Donc, et évidemment, on pourrait chercher à former, on pourrait essayer d'aller chercher un higher low daily par rapport et essayer de faire quelque chose comme ça. Et on a encore de la place par rapport au low du 31 mars. Ok? Mais pour l'instant, la hype et ce qu'on voit au global sur le marché, bah, n'incite pas à essayer de prendre ce risque. Pour moi, il faudrait déjà que Bitcoin regagne en daily, clôture clairement au-dessus de le MA 12 et 26 pour se dire, ah, peut-être qu'on revient sur quelque chose de plus intéressant. Pareil, j'en parle même pas, Ethereum, c'est encore plus faible. Il est carrément presque revenu sur ses plus bas suite à la déconvenue, la forte baisse du mois de février. Et il faut aller chercher des coins spécifiques comme Hype sur la plateforme décentralisée qui a un narratif bien à lui, hein, finance décentralisée, échange décentralisé, euh, la tokenisation d'actifs, essayer de trader des actions autre chose que sur des échangeurs traditionnels pour voir une crypto qui, là c'est sûr que c'est plus convaincant, hein, vous voyez, on est clairement passé au-dessus des anciens records qui dataient de septembre 2025, c'est l'inverse de Bitcoin. On voit bien qu'on est au-dessus de l'EMA 12 en jaune et la 26 en violette. Et quand on vient tester, voilà ce que j'appelle un IMA Rider. Vous voyez, comme au 28 mai, quand on vient tester le MA12 par au-dessus, et ben en fait, c'est une zone d'achat sur repli qui est intéressante. Donc, on peut sur Hype, par exemple, alors Hype est moins disponible, il est disponible sur moins de plateformes, mais sinon, il faut aller sur la plateforme décentralisée. Mais au prochain retest de l'EMA12, ça peut être un nouveau point d'achat sur Hype pour continuer à rider la tendance haussière. Et j'ai rien d'autre à dire sur la crypto parce que généralement, eh ben, la crypto n'a pas trop d'intérêt en ce moment. La hype et les flux d'argent ne sont pas dirigés sur ce secteur malheureusement
pour l'instant, et c'est pour ça qu'il faut savoir être multi-actif et d'essayer d'aller concentrer à un moment donné son portefeuille là où il y a le flux d'argent. Donc, on va tout de suite passer à la partie suivante sur les secteurs. Et le king en ce moment des secteurs, c'est l'ETF, comme toujours, SMH, des semi-conducteurs. Et donc, on a eu une semaine, ça va être intéressant. Plutôt les 4 jours, plutôt à plat finalement sur les semi-conducteurs. Et on va voir, c'est lié en grande partie aux valeurs de la mémoire qui étaient vraiment les cheveux de course de ces dernières semaines. Mais je dézoome et j'ai pas besoin de trop dézoomer, hein. Si je mettais en weekly, de toute façon, c'est aberrant l'appréciation de l'ETF des semi-conducteurs depuis des années, hein. Je veux pas faire mal à certains qui auraient zéro exposition dessus, mais vous voyez que à l'été 2025, euh, cet ETF était sous les 300 points en valeur et que là maintenant on est à 600. Donc on a fait du x2, mais si on remontait au début des années 2000, euh, bon bah il était plus bas, hein. C'est pas l'objet de la vidéo, je vais faire encore trop long sinon. Mais ce qui m'intéresse, c'est en reculant un petit peu et en regardant de toute façon depuis le 30 mars. Rappelez-vous le Nasdaq tout à l'heure, déjà c'était puissant, 32% sur le Nasdaq en 2 mois. Franchement, c'est du rarement vu. Même le rebond Covid, il a même pas été aussi puissant. Alors qu'avant, on s'était mangé une correction plus violente que, je peux vous dire, bien plus violente que ce qu'il y a eu là pour le conflit iranien. Donc là, je vais vous le remontrer quand même. Si on prend le point bas de fin mars et là maintenant l'ETF semi-conducteur cette semaine, lui c'est plus 67%. Donc grosso modo, c'est le double du Nasdaq parce que c'est dans l'ETF SMH que se concentrent les pure players des puces, du silicium, de ceux qui vendent la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, des pure players des data centers. Et vous avez en gros, bah voilà, tous ceux qui vont être, oui, puissance de calcul, semi-conducteurs, cloud computing, etc. Mais on va rentrer dans des sous-domaines, vous allez voir que c'est intéressant. Donc là, il y a zéro red flag aussi. Lui, ça peut être un leader. Et même ce qu'on peut voir prochainement, comme je vous parle, si on continue un bull market pendant toute l'année 2026 ou là cet été, ce qu'on pourrait voir donc, c'est à un moment donné, il pourrait reperdre un petit peu le MA12, hein, SMH, mais même là maintenant, le dernier niveau pivot daily, c'est 528, on va dire, sur cet ETF. Même si on se mettait à faire un range latéral, comme je vous dis, et que pendant ce temps-là, vous avez d'autres secteurs qui en profitent, où on voit la rotation des capitaux, globalement, les indices S&P 500 ou Nasdaq, eux, pourraient continuer à monter. Peut-être un peu moins vertical, mais pourraient continuer à monter. Et ça voudrait dire que globalement, il faut rester exposé au marché. Je regarde au niveau des parties ce que je voulais vous faire, mais c'est ça. On va parler des sous-secteurs. Et il y a quelque chose sur la crypto dont je vous ai pas parlé. Je vais y revenir à la fin, mais parce que ça peut être une opportunité. J'en ai parlé sur Hype, mais c'est pas non plus génial. Allez, je vais vous le montrer maintenant parce qu'après je voudrais finir avec les valeurs individuelles. Mais ce qu'il y a quand je parlais de certains altcoins comme Hype, si vous regardez Others sur TradingView, ça vous montre en fait les cryptos exclus du top 10, donc exclus des méga caps. Et il y a peut-être quelque chose à regarder, éventuellement un retournement possible, mais c'est très lent. Vous voyez, depuis justement février, on tend à arrêter le bleed et on tente à essayer de retester la moyenne mobile 200, essayer de la refranchir alors que ça fait longtemps qu'on n'est pas passé au-dessus, hein, bah, depuis la déconvenue d'octobre. Donc en fait, si on regarde la market cap de ce Other, si on commence à repasser au-dessus des 200 milliards, ça peut être un signal de se dire qu'il va y avoir un peu de rotation sur des plus petites crypto-monnaies à un moment donné. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer peut-être une opportunité de plus sur les cryptos, mais à prendre avec des pincettes parce que c'est un jeu assez risqué de faire ça. Donc retournons au secteur. J'ai dit SMH, latéralisation, tout peut être OK. Il y a de quoi faire, il y a de la marge, énorme hausse sur cet ETF. L'ETF des Max 7, c'est à peu près la même chose, avec un peu moins punchy évidemment que SMH qui était le king. Et c'est pareil, lui maintenant, alors il n'a pas refranchi son plus haut qu'il avait fait à la mi-mai, mais on a maintenant un support, un point pivot important. Tant que Max maintient maintenant les 68, c'est pas de problème. Mais si on continue à rider, eh ben, ça va aider le marché, hein, parce que c'est les gros, voilà. Amazon, Nvidia, Google, Microsoft, vous connaissez. Au niveau des terres rares, c'est pareil, ça, des secteurs un peu plus volatiles. Mais
c'est pareil. On tend à faire un peu de volatilité, mais toujours sur des plus hauts, en soutien un peu plus loin la moyenne mobile 200. Et on a maintenant ce pivot, hein, ce pivot ici à 90 sur REMX, cet ETF des terres rares. Tant qu'on le perd pas, et ben en fait, on pourrait continuer à zigzaguer dans une volatilité, mais globalement haussière, qui nous amènerait tranquillement plus haut. Secteur stratégique, hein, les terres rares, je reviendrai sur certaines valeurs en fin de vidéo. Pareil, le secteur de l'uranium, pour moi, va être intéressant, puisqu'on commence à parler de plus en plus de l'énergie et de quelle manière les acteurs qui sont positionnés sur de l'énergie ou notamment du nucléaire qui pourrait se déployer plus facilement pour alimenter des data centers, ça peut être en fait le carburant, le nouveau carburant pour cette révolution technologique de l'IA. Là, on est sur quelque chose de temporairement qui peut être intéressant. Parce que on a eu beaucoup de volatilité récemment, mais pareil, c'est comme l'ETF des terres rares, mais en encore plus volatile, avec toutefois, de toute façon, maintenant, tant qu'on maintient cette, vous voyez, en jaune, le MA 200 en daily, alors là, on a flirté avec, mais à chaque fois, c'est racheté, ça peut être un point intéressant. Et derrière, eh bien, on pourrait aller retester au moins facilement les 58 sur cet ETF URA, ce qui veut dire que toutes les valeurs de l'énergie, du nucléaire, etc., et uranium, ça pourrait être des actions à jouer pour jouer une rotation de capitaux. Là où ça, c'est en train de faire une forte rotation, c'est sur l'ETF IGV, les logiciels. Et comme souvent en bourse, vous avez une phase d'excès et derrière, on corrige l'excès. L'excès sur IGV par rapport à la fin de l'année dernière et au début de cette année, c'était l'IA va pulvériser tous les acteurs des logiciels, ça va tomber à zéro parce que tout le monde va utiliser des solutions IA, etc. Bam, bam, vous avez une énorme chute. Les fois dernières, je vous ai dit, tiens, attention, on a peut-être une rotation sur cette ETF des logiciels IGV. Donc dedans, vous avez du Microsoft, du ServiceNow, je vais vous montrer après. Et je vous ai dit, il y a une possibilité ici avec ce que je vous ai mis en jaune là, un rising wedge. Ok, donc ça peut être une figure où finalement derrière on le casse et on repart à la baisse. Et là, c'est très haussier parce que c'est une figure où normalement vous avez une probabilité un peu plus importante de partir à la baisse et en fait on le casse à la hausse. Donc on était en train de monter en diagonale et là on accélère la hausse. Vous voyez sur la journée de vendredi, c'est clair, on a du rebalancing comme on dit qui s'est fait avec des capitaux qui ont circulé et qui sont partis sur cet ETF-là. Et clairement, maintenant, eh bien, on pourrait très bien se diriger vers les 78% de retracement de toute la baisse, d'aller vers 108 sur IGV. Ok? Donc tout ça, ça peut être bon sur des valeurs comme Microsoft. Et là, vous voyez que Microsoft a fait un break similaire et que ça faisait depuis le 20 avril qui consolidait après avoir trouvé un point bas. Et donc maintenant, Microsoft, c'est la porte ouverte facile aux 480 et peut-être après sur ses anciens records. Ok? Et vous avez aussi des valeurs dedans, des actions comme ServiceNow qui a un peu plus à faire parce qu'il était encore plus touché lui, donc il n'est pas en train de regagner sa moyenne mobile 200 comme Microsoft, mais vous voyez qu'il est en train de revenir au contact d'un pivot très important ici, ServiceNow qui est à 126. Et donc, clairement, ça peut être un signal d'achat, repasser au-dessus, clôture en daily au-dessus de 66 de la moyenne mobile 200. Et donc là, on aurait un signal du marché qui va circuler vers les logiciels. OK? Maintenant, autre chose aussi, la santé. Je vais revenir. Là, ici, c'est plutôt carrément les biotech. Mais on se dit, si l'intelligence artificielle vient aider la science, la médecine, on pourrait avoir certaines boîtes positionnées. C'est pareil, c'est à haut risque, mais ça peut être de la rotation de capitaux. Maintenant qu'on a été à fond sur les premières couches, semi-conducteurs, mémoire, etc., est-ce qu'il n'y a pas d'autres boîtes, et notamment dans des biotech, qui vont en profiter parce qu'elles vont trouver davantage soit des traitements, vous voyez ce genre de choses, des vaccins, des choses comme ça. Et ça va faire exploser certaines biotech. Donc là, bon, jouer des single stocks sur les biotech, c'est un peu la loterie. Là déjà, c'est un ETF à IBB. Donc vous voyez qu'on ça fait un moment qu'on consolide, mais on consolide sur des plus hauts hein, depuis fin 2025 en maintenant la moyenne mobile 200 là aussi. Est-ce que ça peut être une consolidation qui sera une nouvelle accumulation, donc pour repartir ensuite à la hausse, eh ben on verra. Pour ceux qui veulent prendre le moins de risques, on attend de repasser au-dessus de 177, 178 sur cet ETF, et là on pourra avoir une rotation vers la santé. Globalement, ça peut amener la rotation vers XLV, qui est un ETF de la santé en général et pas que sur les biotech. Vous voyez qu'on est en train de tester là aussi après une correction marquée depuis mars, on tente de franchir, mais
Vendredi, on n'a pas réussi, on a rejeté encore un peu, mais les 150, grosso modo, faut passer au-dessus. Et là, ça voudra dire rotation aussi sur le secteur de la santé. Ok? Pareil, vous avez les financières. Lui, il essaye, il a pas encore, c'est pas encore convaincant. Ça ressemble, comme vous voyez, à Microsoft aussi, ce qu'il a fait. On se faisait attaquer sur les financières, ça baissait. Premier rebond, consolidation de type drapeau haussier, et derrière on peut repartir à la hausse. Pareil, si on veut prendre un peu moins de risques, bah, on attend, on repasse au-dessus des 52,23 sur cette ETF des financières américaines. Ok, donc vous voyez cette rotation, comment elle peut se faire. C'est ça qui est intéressant. Et donc je vais finir la vidéo avec quelques valeurs individuelles en vous détaillant les sous-secteurs aussi de l'IA et en vous montrant ceux qui ont énormément profité de la hype, ceux qui ont peut-être encore un peu moins profité. Et donc pour ça, les gros leaders, c'était la mémoire. Ok. Ici, regardez sur la droite, vous verrez, j'ai subdivisé exprès pour que ce soit clair pour vous en toutes les actions un peu tech américaines, en tout cas la plupart ici dans cette liste. Et je les ai mis dans des familles en fait de secteurs qui sont des sous-familles en fait de toute la sphère IA liée de plus ou moins loin à tout ce marché haussier là sur cette révolution technologique. Donc, ceux qui créent les puces mémoire, qui sont indispensables pour entraîner les modèles. Vous avez Micron. C'est pareil, regardez la hausse fulgurante. L'action était encore au début de l'année à 350. Maintenant, elle est presque à 1000 $. Ok? Donc, c'est vertical. Ouais, je sais. Ah, là, typiquement, c'est un peu tard et c'est vraiment pas génial en termes de prise de risque rendement de se positionner sur eux. Ils ont complètement explosé. Donc, peut-être qu'il va y avoir un temps où eux, ils vont consolider, arrêter de monter verticalement. En fait, pour le long terme, ce serait même mieux qu'on n'ait pas ce genre, ce que j'appelle de blow-off top, que certaines valeurs explosent complètement verticalement, parce qu'après, vous pouvez avoir un retour de flamme très important. S'ils se mettaient à consolider comme ça, à remonter plus doucement, bah, vous aurez d'autres valeurs, comme je vous le montrais tout à l'heure, dans la santé, dans les financières, et on va le voir peut-être dans d'autres sous-secteurs, qui vont prendre le relais. Et globalement, le marché continuera à être haussier. Mais clairement, dans la mémoire, les Micron, là, ici, les SanDisk, c'est à peu près la même chose. C'est des actions qui sont énormément montées. Et donc, sur du SanDisk, on était à 500 et quelques en mars 2025, enfin 26, c'est mars de cette année, hein. Là, on est à 1600, donc ça a fait un fois 3. Et le graphique, regardez, quand on dézoome comme ça, il est vertical. Maintenant, c'est très, très risqué de rentrer dessus. Vous avez d'autres valeurs de la mémoire comme Everpure, qui, eux, bon, il y a eu des résultats à un moment donné qui ont un peu moins plu là, mais vous voyez, lui n'est pas vertical et si ça peut être ce qu'on appelle un laggard, donc un retardataire, voilà, là c'est un chart où vous pouvez plus vous positionner, vous mettez une invalidation là sous le flush de la semaine dernière, sous les 69 $, et puis vous pouvez essayer de jouer une accélération sur cette valeur. Ok. Donc maintenant les autres secteurs, il y a le quantique qui commence à se réveiller aussi. Donc IONQ qui est un pur acteur du quantique, ça y est, on a commencé à bien se retourner. Vous voyez qu'on surfait un peu les EMA 12 et 26. Et là, on est en train de se rediriger tranquillement vers les plus hauts de l'année dernière, avant qu'il y ait aussi une forte correction sur le quantique. Attention, hein, ces valeurs, ça peut être violent. Vous voyez, une action qui valait dans les 80 $ et plus était retombée à 25, voilà, j'exagère, 20, 28, 30. Ok? Donc, ça fait mal. Faut avoir un sens du timing et pas faire n'importe quoi. Parce que si vous êtes pris dans cette baisse, allez, si je vais pas prendre complètement les plus hauts, mais voilà, jusque-là, vous perdez, vous voyez, plus de 60%. C'est fatal. Ça fait mal. Ça peut faire très mal. Alors que là, si vous êtes positionné par contre, c'est dans les deux sens, hein, faut accepter la volatilité. Et là, une action comme IONQ, c'est super depuis les 30 balles maintenant. Et aujourd'hui, ah voilà, ça commence à faire plus que x2 forcément, du 130%. On commence à être sur du x2,5. Et si le quantique, parce qu'il y a eu des annonces de Trump comme quoi le gouvernement américain investissait dessus en tant que secteur stratégique, etc., eh bien, si ces annonces euh, continuent dans ce sens-là, on ira faire des nouveaux records sur le quantique. Et donc, vous avez des valeurs comme ça, comme IONQ. Vous avez IBM aussi, qui est plus gros et qui commence à en profiter, pareil, avec des annonces de Trump, qui bénéficient de
de financement spécifique. Bon bah voilà, c'était un peu un tracteur par moment IBM, mais là voilà, on est sur une possibilité clairement de retest des records à 320, et puis si ça break, ça peut être le début d'une action qui peut elle aussi finir par faire un x2. Je vous parlais donc de l'ETF sur l'uranium. Donc vous avez des actions comme ça, comme CCJ, Cameco Corporation, qui, pareil, étaient en train de consolider sur leur plus haut et qui sont quand même, c'est moins vertical à court terme que les valeurs de la mémoire. Vous avez donc des rotations qui peuvent aller sur ces valeurs comme ça, de l'uranium, comme Cameco Corporation ou au Kaelo, qui lui avait quand même fortement corrigé. Donc là, peut-être, vous voyez, par rapport au graphique, rien à voir avec la mémoire tout à l'heure, Micron et compagnie, quand je remets, hein, voilà. Donc là, vous avez peut-être, en tout cas, vous pouvez positionner de l'argent ici en prenant beaucoup moins de risques avec des invalidations qui sont quand même plus proches et vous n'êtes pas en train d'acheter quelque chose qui a déjà complètement verticalisé. Voilà. Maintenant, ça peut continuer aussi hein, sur la mémoire. Hein. Vous avez les terres rares donc aussi, hein, je parlais de l'ETF. Pareil, vous avez de la consolidation à plat sur des grosses valeurs comme MP Material. Donc là, ça peut être l'occasion de jouer une sortie ou d'attendre qu'on repasse au-dessus des 75 $. Vous avez aussi tout ce qui est fintech lié de près ou de loin bah, au stablecoin, au crypto. Vous avez Circle qui essaye lui aussi de consolider après avoir touché son point bas, qui est quand même toujours beaucoup plus bas par rapport à ses premiers jours de l'IPO, introduction en bourse l'année dernière. Vous voyez ce que ça peut faire pour SpaceX aussi, hein. Une frénésie les premiers jours et derrière une forte correction qui dure bien plus longtemps. Mais là, on tend à se retourner sur Circle, ça peut être un acteur à jouer. Les acteurs des semi-conducteurs purs, ceux qui fabriquent les puces, eux, c'est aussi la folie. Je prends l'exemple avec Intel, qui avait aussi été une action dont Trump avait parlé. Bon, bah voilà, vous avez une envolée de 40 $ jusqu'à 114. C'est vertical, c'est un peu tard pour le jouer. Bien sûr, on peut revenir. Si on revenait sur des gaps, là, par exemple, là-dedans, avec des fortes corrections sur Intel, ça ferait une correction maintenant. Alors, vendredi, vous voyez, il y a eu une journée de baisse sur Intel, peut-être c'est aussi le début de rotation. Si on perd encore 35% sur Intel, ou on va dire 30, là vous pouvez vous dire, ok, je peux peut-être me replacer sur le dossier. Mais là actuellement, c'est un peu chaud de se positionner sur le dossier. Ensuite, ceux qui produisent la puissance de calcul. Pareil, vous avez des valeurs comme ARN, qui commence aussi, après une consolidation depuis octobre dernier, à reprendre des formes de velléité haussière et à essayer de verticaliser peut-être après comme les valeurs de la mémoire ou CRWV qui était un ancien mineur au niveau de la crypto qui s'est reconverti dans le cloud computing et l'allocation de ressources pour le computing, la puissance de calcul sur l'IA, on peut être sur des formations un peu plus intéressantes pour se positionner et jouer le prochain développement de capitaux. Pareil, tout ce qui est fibre optique, là, il y a un autre secteur. Vous avez Applied Optoelectronics qui commence. Alors attention parce que ça avait beaucoup la photonique déjà verticalisée. Donc là, justement, là, ça va être un premier test. On va voir si on continue le run, on revient sur des supports. Il faut que les supports tiennent hein, autour des 150 $ sur AAOI, et après repartir. Si ça tient pas, prudence. Peut-être ça veut dire que ceux qui ont l'idée jusqu'au début d'année, là, il va y avoir des plus grosses prises de profit, et on verra si ça se reporte sur d'autres secteurs. Et donc, je vais finir avec deux secteurs qui sont la robotique, automatisation, et puis le spatial. Donc, par exemple, tout ce qui va être les drones, la robotique, etc. Vous voyez qu'on commence de plus en plus à en parler. Il y a aussi des producteurs de puces plus spécifiques pour l'automatisation et la robotique. ONDS, Ondas, eux, ils font des drones, des systèmes drones et anti-drones. Là, ça se réveille depuis ces derniers jours après une longue consolidation, retest peut-être des plus hauts et décollage. Vous avez Serve Robotics aussi, qui est un acteur intéressant américain de la robotique qui n'avait pas fait grand-chose depuis ces derniers temps, peut-être qu'il peut aller se réveiller. Ok. Donc vous en avez certains comme ça dans ce secteur-là. Et puis dans le spatial, en plus de SpaceX, vous avez des pure players. Alors beaucoup de volatilité en ce moment, mais attention, vous avez par exemple ASTS qui lui avait corrigé, reteste ses plus hauts, mais là derrière, bah forcément ça n'a pas plu avec l'accident sur Blue Origin. Donc vous voyez, hein, vous avez des fois des forts décrochages hein, avec une valeur qui était à 130 et qui redescend, qui était à un moment donné vendredi retombée à 105. Donc sur une seule journée, vous avez des variations à la baisse vous arrivez le jeudi soir et puis vous commencez le vendredi, et puis à un moment donné sur l'action vous avez perdu 20%. Donc c'est pas pour tout le monde. Hein.
Faut accepter des variations dans le portefeuille, hein. Mais derrière, ça pourrait clairement monter maintenant sur ASTS. On pourrait attendre de voir si on s'affranchit vraiment de la résistance des 130 $. Donc voilà, je peux pas tous vous les faire, sinon la vidéo serait trop longue, mais vous avez compris l'idée. Puis après, vous avez des valeurs plus défensives, comme les pure players du pétrole, des hydrocarbures. Vous avez l'américain CVX. Vous voyez que lui, ça monte quand le marché doute, et puis là, ça tend à corriger quand ça s'améliore sur la tech, sur le front US-Iran, donc Chevron. Et puis vous avez notre champion français Total. Vous voyez que grosso modo, les charts sont un peu différents, mais globalement se recoupent quand même. Et puis la santé, avec des actions comme l'américain CVS ou Merck, peuvent être voilà, une part un peu plus défensive dans un portefeuille. Et pour finir sur les métaux précieux, je disais donc, j'attire votre attention pour finir sur l'or, où pour moi, on peut encore être dans une phase baissière. Vous voyez qu'en fait, on pourrait très bien faire un wedge descendant là sur l'or, comme ceci. Vous prenez pas la tête en daily, vous restez sur des schémas simples. Alors celui-là, il est presque un canal. C'est quand même un wedge, tu vois. Et à un moment donné, si on casse cette figure par le haut, ça peut être le timing pour revenir sur l'or, mais on pourrait faire un plus bas, hein. On est énormément monté sur l'or, hein. Il y a eu une phase de frénésie fin de l'année dernière, début de cette année, et je serais pas étonné qu'on revienne tester, en fait, qu'on revienne prendre toute la hausse, une grosse partie de la hausse sur l'or, et ce sera après que ce sera intéressant de se repositionner puisqu'on pourrait revenir tester sous les 4000 et peut-être même cette première phase de la verticalisation à l'automne dernier, donc un gold qui reviendrait entre 4000 et 3500. Et peut-être que là, ce serait l'occasion de se repositionner. Mais ça peut durer longtemps hein, sur les métaux précieux. Vous voyez qu'en revanche, le cuivre, lui, n'a pas la même tête que l'or parce que c'est un métal industriel et qui sert dans les data centers, donc il peut y avoir une pénurie. On continue à être plutôt haussier sur le cuivre. Pour moi, c'est OK. Et puis donc, le pétrole, lui, nous donnera le signal à la fin. Mais vous voyez que ça commence à consolider finalement depuis début mars, hein, en fait. Et on est en train de faire ce que j'appelle une sorte d'équilibrium, c'est-à-dire une contraction des mouvements. Là même, on tend à donner un premier signal d'avoir cassé le support de début mai. Donc on va voir, soit ça se résout plus vite, de toute façon, et sur le pétrole, on continue à descendre vers les 80, et là, vous pouvez être sûr que c'est le désamorçage total, ça peut aider à un marché encore plus haussier, et puis bah, on reviendra au moins là, moi je pense hein, vers les 70 $, pré-panique de la guerre en Iran, vous voyez, sur le baril de pétrole. Soit ça met un peu plus de temps et on continue encore à compresser et puis on verra derrière au niveau des news ce que ça donne. Voilà, c'était encore une fois assez complet. Je vous souhaite un bon dimanche soir et puis la semaine prochaine, pareil pour ce que je vous ai annoncé en début de vidéo. Pas mal de choses au calendrier, mais on va surtout surveiller comment l'argent va faire des rotations d'un secteur à un autre et voir si la crypto veut enfin se réveiller, même si je pense que ce sera pas encore pour tout de suite. Voilà, très bonne soirée à tous.